on lâche pas l'affaire, parce qu'on est trop tenace, il n'y a rien à faire, on lâche rien. On a tendance, et notre DG en particulier, à dire qu'on est passéiste quand on évoque les ambitions de la sécurité sociale d'après-guerre, alors que voilà, c'est des valeurs fortes où chacun pouvait se soigner selon ses besoins et quelquefois ses moyens. Qu'est-ce que vous avez à répondre aux gens qui disent que c'est une idée passéiste et qui n'est pas d'actualité aujourd'hui? Alors, moi je pense que l'esprit de la sécurité sociale qui a été mis en place, qui a été impulsé par le Conseil national de la résistance, des personnages comme Larocque ou Croizat, je pense que c'est au contraire une idée très très moderne et une idée d'avenir, une idée qui répond aux attentes en matière de justice sociale. La sécurité sociale, elle repose sur le financement solidaire à travers la cotisation sociale. La cotisation sociale, c'est un prélèvement sur les richesses générées par le travail. Et donc, c'est un financement solidaire de tous les travailleurs. Ensuite, il y a ce côté universaliste pour la prise en charge des assurés sociaux. Et ce qui est intéressant, c'est que ensuite ces fonds qui ont été collectés vont être gérés dans la version Croizat de la sécurité sociale par les assurés sociaux et du moins leurs représentants. On reviendra sur la gestion dans la question suivante, si vous voulez bien, parce que justement on va parler des conseils. Très bien. Alors, pour en revenir un petit peu à ceux qui disent que c'est passéiste, donc moi, l'analyse que je fais de la situation, c'est que ce que nous proposent ces gens qui nous traitent de passéistes, c'est une situation qui existait avant la mise en place de la sécurité sociale par Ambroise Croizat et les autres, et donc qui reposait essentiellement sur la prise en charge assurantielle. Donc, on peut nous dire qu'on est passéiste, mais je pense que ces personnes qui nous renvoient ça essayent de nous faire croire que ce qu'ils proposent est moderne. Mais c'est pas du tout moderne, c'est quelque chose qui existait bien avant et qui nous ramène à des temps où la protection sociale était quelque chose de très superficiel et la charité le disputait au paternalisme. Voilà, c'est à ça qu'ils veulent nous faire revenir, et je ne sais pas si ça, c'est véritablement une idée d'avenir et une idée de modernité. Vous venez donc aujourd'hui nous parler de votre grand-père, Ambroise Croizat. Si son nom évoque beaucoup de choses dans nos cœurs de militants CGT, on voulait avoir un petit peu votre façon à vous de le présenter, de nous parler de son parcours, ce devoir de mémoire auquel vous participez tous les jours. Alors, je pense que ce qui caractérise Ambroise Croizat, c'est un parcours de fidélité et de droiture. Il a été fidèle avec ses amis, avec sa famille, il a été fidèle aussi avec ses engagements et ses idées. Ambroise Croizat, c'est quelqu'un qui est très très marqué politiquement. Ambroise Croizat, c'est un dirigeant syndical de la CGT et c'est un membre du Parti communiste. Et c'est quelque chose dont jamais il ne se départira. À tel point que ça le conduira même en prison. Il a passé 3 ans et demi de prison, alors il a fait énormément de prison en France, avec, pas tout seul, ils étaient 27 députés, et députés du chemin de l'honneur, comme on les a surnommés. Et donc ça va le conduire, après les prisons françaises, jusqu'au bagne d'Alger, le bagne de Maison Carrée. Alors si on reprend un petit peu son parcours, donc il est né dans une famille ouvrière où il y a sans arrêt la crainte pour le père de l'accident du travail, le père qui est métallurgiste déjà,
Et donc, dans cette période où il n'y a pas de sécurité sociale, la hantise des ouvriers, c'est la maladie ou l'accident du travail. Dès qu'on se retrouve dans cette situation, on est privé de salaire, et là c'est la dégringolade. Ensuite, en 1914, le père est donc réquisitionné pour aller au combat, donc il n'y a plus rien pour faire bouillir la marmite, et donc Croizat va devoir aller travailler, donc il n'aura même pas le temps de passer son certificat d'études. Ensuite, très rapidement, il s'engage, il marche un petit peu sur les pas de son père, qui était déjà un militant très engagé. Et donc, par son engagement, très rapidement, il va devenir permanent pour la CGT. Alors, la vie de permanent, c'est une vie qui n'est pas de toute tranquillité, hein. Déjà, les salaires, ça va être en fonction de ce que le trésorier va récolter chaque mois à travers les adhésions, à travers la vente de publications de la CGT. Et par exemple, on demande au permanent d'aller couvrir les conflits sociaux dans tous les coins de la France. Et souvent, on lui dit, voilà ton billet aller, ton billet de train, et voilà les revues du syndicat. Et quand tu auras vendu les revues du syndicat, tu auras ton billet retour. Donc c'est vraiment une vie compliquée, cette vie de révolutionnaires professionnels, comme on les appelle à l'époque. Ensuite, en 1936, il sera élu député, donc là il y aura un petit peu plus de régularité dans les salaires, mais par contre ça restera toujours une vie qui sera très très proche de celle des ouvriers. Le principe dans le Parti communiste, c'est de reverser absolument tout ce qu'on touche, et ensuite le parti verse un salaire qui est l'équivalent d'un salaire d'un ouvrier spécialisé. Quand il a été ministre, ça a été exactement la même chose, donc je pense que ce fonctionnement avait un mérite. C'était la certitude que les élus du Parti communiste ne s'embourgeoiseraient pas et resteraient très fidèles à leurs convictions et à leurs engagements. Voilà. Pour résumer, la vie de Croizat, c'est une vie de fidélité et de droiture, comme je l'ai dit au début, et je pense aussi que cette vie qui ressemblait à celle des ouvriers fait aussi que c'est un personnage qui nous ressemble et qui pour cela est certainement un personnage attachant. On va évoquer les conseils maintenant. Tout à l'heure, vous disiez que la gestion de nos organismes de sécurité sociale et des CEPAM en particulier avait un petit peu évolué et s'éloignait un petit peu de l'idée originelle. Effectivement, avant, c'était des conseils d'administration. Maintenant, ce ne sont plus que des conseils. Que pouvez-vous nous dire là-dessus? Et surtout, pensez-vous que la Sécu soit mieux gérée maintenant que ce qu'elle était à l'époque? Alors, pour répondre à sa question, déjà, peut-être faut-il se remettre un petit peu dans le contexte de l'époque, dans la sécurité sociale, version Croizat. À cette époque, la représentativité dans les instances décisionnaires sont à 75% une représentation des assurés sociaux à travers leurs représentants syndicaux et de 25% pour la représentation patronale. Ce qui me paraît être un équilibre assez juste. Par la suite, en 1967, avec les ordonnances Jeanneney, ordonnances qui étaient pilotées par le général de Gaulle, ils ont établi ce qu'on appelle la parité. Donc 50% de représentation patronale, 50% de représentation des assurés sociaux. On sait que la représentation patronale, elle vote d'une manière unie et unanime. Par contre, en face, il y a plusieurs syndicats et sur l'ensemble
de ces syndicats qui représentent les assurés sociaux, il est toujours possible pour la représentation patronale de s'en mettre un dans la poche, de retourner un, de manière à obtenir systématiquement, mécaniquement, une majorité. Ce qui crée un déséquilibre dans ensuite les instances décisionnaires. Il y a aussi une autre attaque, d'envergure pour le coup. C'est l'arrêt des élections pour les conseils d'administration. Les administrateurs. Non. Les administrateurs, tout à fait, et qui seront par la suite désignés. Donc là, à partir de là, on s'écarte beaucoup de l'esprit originel qui avait été le moteur de la mise en place de cette institution. Et puis, par la suite, il y a aussi l'idée du financement. Nous on lâche pas l'affaire,